Bonjour. Bienvenue à notre première rencontre des experts pour 2021. Nous sommes présentement en direct sur Zoom. Je suis avec mon invitée qui elle-même est en télétravail. Comme vous le voyez derrière moi aussi, je suis de la maison. Le télétravail, ça le fait partie de notre nouvelle réalité en tant que travailleur en 2020, puis ça se poursuit en 2021. À l'approche aussi de la saison des impôts, ça nous a inspiré notre sujet, notre premier sujet de l'année. Aujourd'hui, on va parler des impacts fiscaux du télétravail à la maison pour les employés qui ont été obligés de le faire en mode COVID. Qu'est-ce que c'est nos rencontres des experts? En fait, c'est super simple. C'est une discussion entre un professionnel du service aux entreprises de chez Développement Vaudreuil-Soulanges avec un expert du sujet, un expert qui est un professionnel sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Je me présente, je m'appelle Marie-Ève Ménard, je suis directrice du département de services aux entreprises chez DEF. Et aujourd'hui, je vais être avec une avocate fiscaliste de chez Bourassa Boyer. D'entrée de jeu, je dois vous dire que je suis comptable, je suis CPA, donc je suis comptable de profession. Donc, c'est dans mon champ de compétences aujourd'hui le sujet qu'on va aborder. Par contre, la fiscalité, c'est un sujet qui est assez pointu, c'est une expertise qui est assez pointue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois Maître Catherine Major, qui est avocate fiscaliste chez Bourassa Boyer Jury Fiscalité. Bienvenue Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, Marie-Ève. Catherine, tu travailles chez Bourassa Boyer. Bourassa Boyer, c'est une grande organisation, c'est une grande boîte. Vous offrez des services dans le fond de comptabilité, là, vraiment là, de A à Z. Et vous avez aussi un département de services juridiques et fiscaux. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Marie-Ève. Et vous êtes situé à Vaudreuil-Dorion. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de collaborer avec vous autres aujourd'hui sur ce beau petit projet-là. Donc, Catherine, si tu me permets, la fiscalité, hein, c'est un sujet qui est assez pointu, c'est assez technique. Ensemble, on a préparé un PowerPoint. Donc, ce PowerPoint-là, je vais me permettre de faire un partage d'écran, puis on va pouvoir le suivre ensemble. Pour les gens qui nous écoutent, sachez qu'on va rendre disponible le document aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations dessus. On va donner aussi des références. Donc, ça va vraiment nous permettre de pouvoir être à la fine pointe des dernières connaissances dans ce milieu-là. Donc, je vais faire un partage ici de mon écran. Donc, on y va. Je partage mon écran ici. Donc, Catherine, tu vois bien mon écran avec notre présentation? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, on y va, on est parti. Alors, aujourd'hui, seulement pour recadrer un peu notre discussion, Catherine, on va juste se rappeler à qui vraiment on s'adresse. La présentation, ça s'adresse à qui? Donc, on parle de nouveautés fiscales pour du télétravail, puis là, on s'adresse à... En fait, aujourd'hui, on va parler des nouveautés qui touchent les employés. Ça touche aussi les employés qui sont rémunérés à commission. Employés qui ont dû travailler à la maison en 2020 en raison de la pandémie. On va pouvoir discuter un peu plus tard des critères qui sont applicables selon la méthode qui va être utilisée. Ces nouveautés-là, ça vise à permettre aux employés de déduire certains montants pour tenir compte des dépenses qui ont dû encourir relativement à l'exercice de leur emploi dans leur domicile personnel. OK. Dans le fond, Catherine, c'est important de comprendre qu'on ne parle pas des travailleurs autonomes qui travaillaient déjà là, de la maison avant la pandémie, puis on ne parle pas non plus des employés là, qui faisaient déjà du télétravail avant, que c'était déjà là, dans leur contrat de travail d'être à la maison. Donc, on fait une distinction avec ces travailleurs-là qui étaient déjà habitués de le faire. C'est bien ça? Oui. Oui. Good. On va aussi, premièrement, dans le jargon fiscal, on va ensemble clarifier puis faire la distinction avec deux concepts fiscaux. OK? Si tu veux bien, on va parler, j'aimerais que tu m'expliques un peu, c'est quoi la différence entre une déduction fiscale et entre un crédit fiscal et dans le cas du télétravail, lequel s'applique? OK. En fait, Marie-Ève, une déduction d'impôt, c'est un montant qui est directement soustrait du revenu sur lequel une personne paye de l'impôt. Donc, par exemple, si une personne gagnait un salaire de 50 000 puis qu'elle avait droit à une déduction de 400 cette personne-là paierait de l'impôt sur 49 600 un exemple d'une déduction, ça pourrait être par exemple une déduction réelle. Tandis que de notre côté, le crédit d'impôt, c'est un montant qui est directement soustrait des impôts qu'une personne va payer. Ça serait le cas, par exemple, du crédit d'impôt pour frais médicaux. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, pour les dépenses de télétravail, c'est une déduction fiscale qui est accordée aux travailleurs.
Pour vous donner juste un exemple rapide, excusez-moi, Ariel, à titre d'exemple, une déduction de 400 pourrait donner droit à une économie maximale d'impôt de 213 Bien, c'est ça, je m'en allais dire. Fait que dans le fond, le montant de déduction qu'on va calculer, il ne sera pas directement là, récupéré dans nos poches. Ça va vraiment venir influencer le montant d'impôt total à payer en fonction de notre braquette là, qui diffère d'une personne à l'autre en fonction de nos revenus gagnés. C'est ça? C'est exactement ça, oui. OK, super. Donc, ici, on a mis la définition que tu viens de nous proposer et on parle bel et bien d'une déduction. Super. La loi, dans le fond fiscal et Revenu Québec, Revenu Canada, ont proposé deux méthodes de calcul pour identifier, dans le fond, les déductions. Donc, il y en a une première qui est beaucoup plus simple, c'est la méthode à taux fixe temporaire, ça s'appelle, et il y en a une autre, dans le fond, qui est un calcul un peu plus détaillé en fonction de dépenses réelles qui sont admissibles. Ensemble, on va voir les deux façons. Aujourd'hui, tu vas nous prendre le temps de nous expliquer les deux façons. Puis, les deux façons, dans le fond, sont bonnes puis peuvent être appliquées dans des contextes différents. Puis, tu vas nous donner, dans le fond, quelques exemples à propos de ça. C'est bon? Alors, Catherine, j'aimerais ça que tu me parles de la méthode à taux fixe temporaire, qui est la méthode, dans le fond, la plus simple. Donc, explique-nous en quoi ça consiste. En fait, la méthode à taux fixe temporaire, c'est une méthode qui va permettre à un employé de déduire une somme de 2 par jour de télétravail pour un montant maximum de 400 Pour être admissible, il y a certains critères à remplir. En fait, la personne va devoir avoir travaillé de la maison en 2020 plus de 50 du temps pendant une période d'au moins 4 semaines consécutives. Donc, si je peux te donner un exemple, un employé qui aurait été en télétravail tout le mois de mars 2020 ou encore 3 jours de travail sur 5 jours de travail pendant au moins 4 semaines, cet employé-là se qualifierait à l'utilisation de la méthode. La méthode, elle est très simple. En fait, tout ce qui a besoin d'être fait, c'est de compter tous les jours de télétravail qui ont été faits en 2020. On multiplie par 2 puis ça nous donne la déduction auquel l'employé va avoir droit. Ce qui est bien dans cette méthode-là, c'est que c'est simple. L'employé n'a pas besoin de calculer toutes ses dépenses ni la superficie de son espace de travail. La personne n'a pas non plus à conserver de pièces justificatives en lien avec les dépenses qu'elle encourt. OK, donc dans le fond, aussitôt qu'un employé là, se qualifie, qui a fait ses 4 semaines consécutives avec au moins plus de 50 de son temps en télétravail, dès que cette période-là est atteinte, on peut calculer l'ensemble des journées, dans le fond, de télétravail pour l'année. Fait que même si sporadiquement, après ça, il est retourné faire quelques petites journées, on calcule l'ensemble des journées, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Et ça donne une déduction au provincial et au fédéral. C'est bien le cas, donc 2 fois 400 dans les deux calculs? Oui, c'est ça. OK, parfait. Fait que c'est relativement simple. Tu nous disais qu'il n'y avait pas, dans le fond, de pièces justificatives à garder. On voit aussi sur la présentation qu'on n'a mis aucun document requis de l'employeur. Donc, dans le fond, nous, si je décide d'aller appliquer ça sur mon rapport d'impôt, je ne m'attends pas à ce que mon employeur m'envoie quelconque formulaire. C'est bien ça. L'employeur n'a rien à fournir là, pour qu'on puisse utiliser cette méthode-là. OK. Fait que c'est quand même relativement simple. Puis bon nombre d'entre nous avons été visés aussi par une obligation d'être à la maison. Fait que ça s'applique quand même à beaucoup de personnes cette période-là de 4 semaines consécutives avec le confinement qu'on vit. Donc, parfait. Fait que ça, c'est une méthode qui est relativement simple, comme on disait. Oui. La deuxième méthode, qui est une méthode, dans le fond, de calcul détaillé à partir de dépenses réelles. C'est un petit peu plus complexe, mais ça peut être vraiment avantageux d'aller dans cette voie-là pour certains types de travailleurs. Donc, je vais te laisser nous en parler un petit peu. Bien, c'est ça. En fait, pour cette méthode-là, comme tu l'as expliqué, il y a plus de formalités et de critères à remplir, mais pour des gens qui auraient beaucoup de dépenses, cette méthode-là vaudrait la peine d'être utilisée parce qu'elle serait plus avantageuse fiscalement. Pour être admissible, un employé doit avoir été obligé de travailler de la maison, soit en raison de la pandémie ou soit requis par son employeur de travailler de la maison. Puis, le deuxième critère, l'emploi doit avoir été exercé de la maison pour plus de 50 du temps sur une période de 4 semaines consécutives, ou bien l'espace de travail doit avoir été utilisé uniquement pour le travail et avoir servi à rencontrer des gens dans le contexte du travail. Donc,
Pour le deuxième point, ça sera peut-être plus rare, là, surtout en contexte de pandémie, mais on peut retenir que la personne doit avoir été obligée de travailler de la maison, puis l'emploi doit avoir été exercé de la maison pour plus de 50 du temps sur une période de 4 semaines consécutives. Puis, si une personne n'a pas été en télétravail toute l'année, on va comptabiliser seulement les dépenses pour les périodes de télétravail. Donc, ça, c'est un point qui est important. Sinon, pour ce qui est du calcul, sinon, ce qui arrive, c'est qu'il y a des dépenses qui vont être directement déductibles, comme toutes les petites fournitures qui vont être consommées directement là, pour l'emploi. On parle par exemple des crayons, des trombones, de l'encre ou du papier. Pour les dépenses de bureau à domicile qui vont être plus générales, on va en discuter un peu plus tard là, sur quelles dépenses sont admissibles. La première étape pour l'employé, ça va être de calculer la superficie de son espace de travail sur la superficie totale de son domicile. Donc, ça va être la première étape. Ensuite, si l'espace de travail il sert uniquement au travail, on va retenir ce pourcentage-là. Par contre, si l'espace de travail sert pour l'emploi et sert aussi à un autre usage, par exemple, quelqu'un qui travaillerait directement dans sa cuisine sur la table de salle à manger, on sait que les gens ont dû s'organiser un peu comme ils pouvaient là, parce qu'on ne pouvait pas prévoir le contexte actuel. Donc, dans ce cas-là, il faudrait calculer le pourcentage d'heures d'utilisation de l'espace de travail, le pourcentage d'heures d'utilisation, excuse-moi, pour le travail. Parfait. On a préparé on a préparé ensemble un petit exemple juste pour bien orienter les gens et bien comprendre ça. Donc, ici, on a les deux exemples à l'écran. Donc, c'est ça. Si on regarde le premier exemple, je travaille de la maison, mon bureau est utilisé uniquement pour le travail, puis l'espace de mon bureau représente 1/10 de ma résidence. Donc, ça va être le pourcentage de 10 qu'on va retenir pour le calcul des dépenses de bureau à domicile plus général. Si, comme je disais un peu plus tôt, mon espace de travail était dans la cuisine, sur la table de la salle à manger, dans ce cas-là, je devrais aussi calculer le nombre d'heures d'utilisation pour le travail. Donc, si on donne un exemple, j'ai travaillé 35 heures dans une semaine toutes les semaines comptent 168 heures. Donc, ça me donnerait droit à un pourcentage d'environ 2,08 soit 35 heures sur 168 heures, fois mon pourcentage de 10 qui est le pourcentage de la superficie, excuse-moi, de mon espace de travail sur la superficie totale de mon domicile. Je ne sais pas si c'est clair. OK, oui. Puis, tantôt, on l'avait sur l'autre présentation avant. Quand on calcule cette fameuse superficie-là de notre maison, il faut considérer aussi le sous-sol, l'espace en pieds carrés de notre sous-sol. Toutes les pièces aménagées comptent, en fait. Toutes les pièces aménagées comptent dans ce calcul-là. Donc, oui, effectivement, on l'a vu des fois, des rencontres avec des partenaires, des clients, les gens sont sur le coin d'une table. Est-ce que c'est applicable aussi, Catherine, dans le cas d'un bureau où est-ce que quelqu'un serait installé dans la chambre des enfants là, sur un bureau? Est-ce que c'est considéré aussi comme étant un peu l'équivalent de la table à cuisine? Là? Mais ça va dépendre. Si on parle d'une chambre d'amis qui n'est pas vraiment utilisée, non, on n'aura pas besoin de faire ce calcul-là. On parle vraiment de pièces qui ont vraiment un autre usage plus quotidien. OK, parfait. Good. Donc, tantôt, tu nous as parlé, il y a des dépenses qui sont vraiment directement déductibles. Il y en a d'autres qu'il faut aller, dans le fond, affecter ce fameux pourcentage-là. On va regarder un peu plus c'est quoi la liste de ces fameuses dépenses-là qui sont assujetties à ce pourcentage-là. Donc, ici, c'est ce qu'on a présenté. Là. Oui, c'est ça. En fait, les dépenses, par exemple, comme le loyer pour une personne qui serait locataire, ce serait des dépenses de bureau à domicile. Par contre, il n'y a pas d'équivalent pour quelqu'un qui serait propriétaire de sa maison. On ne pourrait pas compter les intérêts ou les paiements hypothécaires. Mais pour une personne locataire, on pourrait compter le plein montant du loyer assujetti à nos pourcentages dont on a parlé un peu plus tôt. Il y aurait l'électricité, le chauffage, l'eau, l'abonnement Internet, réparation et entretien mineur qui s'appliquerait à tout le domicile. Toutes ces dépenses-là devraient être déduites selon le pourcentage déterminé. Pour les employés qui seraient rémunérés à commission, eux, au surplus, ils vont avoir droit aussi de déduire les taxes municipales et scolaires, puis l'assurance habitation, toujours selon notre pourcentage déterminé auparavant. OK, super. Fait que tu as bien fait tantôt, Catherine, de le souligner parce que c'est ça que je lisais aussi, faire attention les intérêts sur le prêt hypothécaire dans le cas d'employés qui ont fait du télétravail à cause de la COVID.
c'est complètement différent de ce qu'on voit là, pour quelqu'un qui travaille là, normalement de la maison dans son contrat. Là, c'est bien important de soulever le point que les intérêts sur le prêt hypothécaire, ils sont pas admissibles. Et tu nous l'avais souligné tantôt, les dépenses déductibles, c'est au prorata du temps qu'on a passé en télétravail, donc on ne l'applique pas sur l'ensemble de l'année, on l'applique vraiment sur la période pour laquelle on a été à la maison en fonction de la superficie. Il y a quand même plusieurs petits facteurs à prendre en considération hein, dans ce calcul-là. Oui. Puis, il y a une liste exhaustive, dans le fond aussi, des dépenses qu'on peut retrouver sur le site de Revenu Canada. Si les gens ils se posent des questions, est-ce que ça, c'est inclus? Ça ne l'est pas. On a mis les principales, celles qui touchent vraiment la plus grande majorité des gens, mais il y a une liste un petit peu plus exhaustive aussi, donc on invite les gens à vérifier sur le site de Revenu Canada. Oui, c'est ça. Puis il y a des dépenses aussi qui sont 100% déductibles. Oui. Ça va être le cas, par exemple, des dépenses d'entretien qui sont relatives uniquement à l'espace de bureau à domicile. Par exemple, si on achetait des ampoules électriques ou de la peinture juste pour l'espace de bureau. Et puis, comme je l'ai mentionné auparavant, toutes les petites fournitures qui sont consommées là, dans le cadre du travail, toutes ces dépenses-là vont pouvoir être 100% déductibles. Mais on ne parle pas de biens durables. Il faut vraiment que ce soit des fournitures consommées dans le cadre de l'emploi. Mais on ne parle pas de mobilier ou d'imprimantes ou de dépenses comme ça. Ça, on ne les retrouve nulle part, ces dépenses-là. Hein? On l'a bien identifié là, dans notre petit cercle. C'est bien ça qu'on voulait venir faire ressortir. Attention, certains biens durables ne sont pas déductibles. C'est ça. Puis pour les frais de cellulaire, on va devoir y aller selon un pourcentage d'utilisation raisonnable pour le travail. Puis on va pouvoir déduire cette dépense-là au prorata de l'utilisation pour le travail. OK, parfait. Puis il y a des gens aussi, des fois, qui ont utilisé les téléphones, les lignes fixes à la maison, sont le mis aussi comme étant, c'est exclu, c'est pas un frais qu'on peut déduire, hein, la ligne téléphonique terrestre qu'on appelle? Non, en effet, on ne peut pas déduire ça. Seulement si on avait à faire des interurbains dans le cadre de notre travail. Les frais d'interurbain le seraient, oui. OK, super. Fait que si on résume, Catherine, ben, cette méthode-là, quand on le dit au début, c'est un petit peu plus costaud. Fait que c'est nos dépenses de bureau qui sont admissibles, fois un pourcentage qu'on va déterminer en fonction de l'espace qui est l'espace occupé dans notre maison. À ça, on va additionner aussi certaines autres dépenses qui sont directement déductibles. Puis ça va faire office de notre fameux montant total pour la déduction. Contrairement à notre fameux tantôt, là, 2 $ fois le nombre de jours, c'était hyper simple. Là, c'est un calcul qui demande certaines préparations, puis il faut avoir aussi certains backups, comme on appelle en jargon. Oui. Donc, ici, on vous a laissé aussi dans le PowerPoint, c'est un petit exemple qui est tiré de Revenu Québec. Donc, à titre, un autre exemple pour vous, pour essayer de bien refaire le calcul avec certaines données relativement simples. Fait qu'on va inviter les gens à regarder aussi cet exemple-là. Et dans le cas de la première méthode, on s'attendait à recevoir rien de la part de notre employeur, hein, Catherine? Dans le cas de la deuxième méthode, par exemple, c'est différent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'un employeur doit remettre à son employé? OK. Bien, pour qu'un employé puisse se prévaloir de cette méthode-là, la méthode de calcul détaillé, l'employeur doit émettre un formulaire fédéral, le T2200, puis le TP64.3 au provincial. Par contre, malheureusement, les employeurs n'ont pas l'obligation de nous émettre ces formulaires-là, même si on en fait la demande. Les autorités fiscales encouragent grandement les entreprises à émettre des formulaires aux gens qui en font la demande, mais ce ne sera pas un automatisme. Puis techniquement, l'employeur pourrait nous refuser cette demande-là. Fait que dans le fond, une bonne solution, ça pourrait être à la suite de la diffusion de cette capsule-là qui sensibilise un peu aussi autant l'employeur que l'employé aux deux méthodes. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, chez DEF, c'est qu'on a ouvert la discussion avec les employés. On a laissé les gens faire un peu leur simulation de leur côté en fonction de leur propre réalité. Et à la lumière de ça, ben, on va déterminer si on va émettre le fameux relevé ou pas. Donc, on invite les gens d'être quand même en discussion ouverte ensemble pour voir les besoins de tous et chacun. Puis si j'avais à te lancer la question, Catherine, c'est laquelle la meilleure méthode des deux? Laquelle on devrait privilégier, là, selon toi, en tant que fiscaliste? La grande question. Oui, la grande question, c'est ça. En fait, il n'y a pas de règle générale. Pour pouvoir décider quelle méthode on devrait utiliser, il y a un calculateur qui est disponible en ligne. Par contre, pour utiliser ce calculateur-là,
on doit faire tout le travail de comptabilisation de nos dépenses. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Par contre, dans certains cas, ça va valoir la peine. Tantôt, je donnais l'exemple d'un locataire, parce que le locataire peut déduire le pourcentage de son loyer là, selon l'espace de son travail. Donc, déjà là, c'est une grosse dépense. Donc, dans des cas comme ça pourrait valoir la peine. Dans le cas des gens, par exemple, qui auraient une grande maison, puis que l'espace de travail représentait un petit pourcentage de l'espace total du domicile, ben, ces gens-là, il y a une bonne chance qu'il n'y aurait pas avantage à utiliser la méthode détaillée, mais il faut vraiment faire le calcul pour déterminer quelle méthode on va choisir. C'est vraiment du cas par cas, comme tu dis. Puis ici, on a laissé aux gens le lien vers le site. C'est un site sur le gouvernement du Québec. C'est super bien fait. Moi, je l'ai fait moi-même, là, même si je n'avais pas toutes les pièces justificatives à côté de moi. Je savais grosso modo là, un peu là, les différentes dépenses. J'ai fait le petit calcul un peu de la superficie de la maison. Donc, c'est super bien fait. Puis ça vous donne les deux scénarios à la fin. Puis ça vous... comme je disais tantôt, ça ouvre aussi la discussion à dire peut-être à son employeur, ben, moi, ça m'avantagerait plus que si je pouvais avoir le fameux formulaire. Donc, on invite les gens à l'utiliser. C'est un outil qui est disponible en ligne. Donc, Catherine, je vais te lancer là, en rafale comme ça deux petites questions de peut-être d'autres changements fiscaux qui auraient pu survenir en lien avec le télétravail. Donc, je te fais comme un petit quiz, je te donne deux petites mises en situation, puis tu vas seulement avoir à m'expliquer un peu l'impact fiscal, puis qu'est-ce qui va arriver, ce à quoi on peut s'attendre. OK? Donc, dans le cas du télétravail, on a vu que c'est arrivé que certains employeurs ont décidé de donner à tout le monde un montant fixe. Fait qu'un employeur pourrait avoir dit tout le monde, je vous donne 500 $, allez, faites un peu ce que vous voulez avec, allez vous acheter des bureaux, des chaises, une imprimante, on dépose ça sur la prochaine paye. Donc, équipez-vous pour faire le télétravail. Dans cette situation-là, ça c'est quoi l'impact fiscal pour l'employé, Catherine? Bien, en fait, vu que le montant n'a pas besoin d'être justifié, que c'est un montant fixe qui est versé sans pièce justificative, dans ce cas-là, la somme serait ajoutée sur le relevé d'emploi, donc ça serait imposable pour l'employé, un peu comme un salaire additionnel. OK, fait que ça devient un avantage imposable. Si on va retrouver ça sur le T4 puis sur le relevé 1, on va voir une petite case qui va avoir ce montant-là. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK, super. Dans un autre exemple, l'employeur pourrait décider de dire à leurs employés, bien écoutez, il y en a qui sont déjà équipés dans le fond pour faire le travail, mais il y en a d'autres, on sait que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Donc, ramenez-moi, allez faire vos achats, puis ramenez-moi les factures, puis sur représentation de factures, je vais vous rembourser certaines dépenses. Dans ce cas-là, est-ce que c'est la même situation d'un avantage imposable comme en haut ou il y a un autre traitement fiscal? Non, ça va être un autre traitement fiscal. C'est exceptionnel en 2020. Revenu Canada et Revenu Québec ont émis une directive selon laquelle les employeurs pouvaient rembourser une somme maximale de 500 $ par employé, justement pour l'achat de matériel ou d'équipement requis pour le télétravail. OK. Donc, en autant qu'il y a une pièce justificative, l'employeur rembourse, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas imposable, donc ça n'apparaîtra pas là, sur le relevé d'emploi de l'employé. Puis, si jamais le montant dépassait 500 $, bien, ce serait seulement que l'excédent qui serait imposable, l'excédent de 500 $. OK. Fait que le 500 $, c'est le montant qui a été jugé raisonnable là, au sens de la loi. Good. Catherine, je pense qu'on a réussi à faire le tour relativement rapidement, mais on a fait le tour des deux méthodes ensemble. On a fait le tour de ce que c'était une déduction fiscale, parce que c'est peu importe la méthode qu'on choisit, ça va baisser notre revenu imposable, puis on va être imposé après ça sur ce revenu-là en fonction de notre braquette. On invite les gens à utiliser aussi le simulateur pour pouvoir faire deux scénarios. Donc, Catherine, je te remercie énormément pour cette collaboration-là. Autant dans la préparation du PowerPoint que dans les échanges qu'on a eus. Ça me fait vraiment plaisir de discuter de ça avec toi. Moi, tu sais, j'ai
des entreprises avec lesquelles on accompagne, des fois qui nous ont déjà soulevé certaines petites questions par rapport à cette nouvelle situation-là. On apprend tous en même temps. Donc, on invite aussi les gens à aller sur le site de Revenu Québec, Revenu Canada. Il y a beaucoup d'informations. Et aussi, cette année, on a vécu une année, tout le monde un peu différente. Il y a eu différents scénarios en fonction où les gens ont travaillé. On a pensé à la fameuse PCU, il y en a qui sont tombés sur du chômage, les nouvelles dépenses de télétravail. Fait que je pense que plus que jamais cette année, ça serait peut-être important de faire affaire avec un professionnel en fiscalité, en comptabilité, ça a une pertinence. Donc, on invite à aller vous voir, les fiscalistes comme toi chez Bourassa Boyer, pour répondre aux questions puis aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher. Puis dans la région aussi, on a la chance d'avoir beaucoup d'experts dans ces secteurs-là. Donc, je pense que ça serait hyper pertinent pour les gens de pouvoir aller vous consulter. Est-ce que tu avais un mot de la fin? Est-ce que tu as une recommandation pour les gens à faire? Non, ça m'a fait vraiment plaisir, moi aussi, de collaborer avec toi et de préparer ça. Puis oui, je suis d'accord avec toi, là, 2020, pour faire les impôts 2020 particulièrement, là, ce serait une année pour consulter un professionnel parce que vraiment, c'est une année peut-être un peu différente, si on peut dire, et différente au niveau fiscal également. Génial. Donc, encore une fois, Catherine Major, avocate fiscaliste chez Bourassa Boyer, un énorme merci pour ta collaboration. Puis, je te souhaite une bonne saison des impôts parce que là, ça va commencer bientôt. Merci, Marie-Ève. Merci. Donc, pour les autres aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter le service aux entreprises chez Développement Vaudreuil-Soulanges. On est là pour vous aider, on est là pour vous référer aussi vers les bons professionnels. Fait qu'n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Merci. Merci.